Donc je sais que vous avez déjà eu beaucoup de choses à discuter depuis ce matin avec deux éminents spécialistes je sais que Pierre Blanc a mis l'accent sur le Proche-Orient, que Marc Dufumier est sans doute revenu davantage sur la question agronomique et puis apparemment l'Algérie. Mon idée ce soir est convenue avec les organisateurs, c'était de terminer cette séquence de l'université populaire par en fait une double approche derrière la question de la nourriture et à la fois la sécurité alimentaire des populations pour cet espace. Cette idée d'avoir une double approche, en fait, elle est liée au fait que la question de la sécurité alimentaire doit être observée avec les deux facettes à la fois qualitatives et quantitatives, ce qui a fait l'objet d'une tribune cette semaine dans les Échos, avec l'idée d'insister sur l'aspect sécurité alimentaire quantitatif, sur le dynamique du commerce du blé, qui est un produit éminemment symbolique et stratégique dans cette région. Donc voilà un peu mes deux objectifs, avec derrière, je l'espère, pouvoir vous faire comprendre qu'il y a une mondialisation des échanges agricoles en Méditerranée et il y a une véritable rivalité géopolitique à travers le secteur emblématique des céréales. Alors Jean-Paul l'a dit, moi je suis un modeste analyste sur ces questions. Ma fonction principale étant d'être l'un des fonctionnaires du Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes. Le CIAM, puisque c'est son nom, est une organisation qui a 50 ans d'existence. Je me permets de vous en dire un mot parce que ce n'est pas une institution qui est très connue, mais qui est néanmoins toujours la seule organisation intergouvernementale du bassin méditerranéen. C'est une institution qui fête son 50e anniversaire en 2012, parce que la création du CIAM en 1962 s'est faite au même moment que le lancement de la politique agricole commune pour l'Europe. Et le CIAM a été créé au départ entre les pays du nord de la Méditerranée, dans un objectif de préparer l'adhésion de certains pays à la communauté européenne, en partant d'abord du secteur agricole et des questions alimentaires. Le CIAM aujourd'hui fonctionne de la manière suivante. Nous avons un secrétariat général à Paris qui fait la coordination politique et administrative, et c'est dans ce secrétariat que j'évolue depuis désormais plusieurs années. Et nous avons 4 instituts à Montpellier, à Saragosse pour l'Espagne, à Bari en Italie et Chania pour la Grèce. Dans ces instituts, chaque année, nous formons environ 500 étudiants au niveau master et un peu plus de 1000 personnes au niveau professionnel courte pour des activités de professionnalisation complémentaire. Nous avons aussi une activité de recherche et d'analyse. Nous publions énormément de choses, tout est accessible sur notre site internet. Et nous avons aussi une activité politique et diplomatique qui est à la fois traduite par des projets sur le terrain pour le développement. Nous sommes assez présents au Maghreb et au Proche-Orient pour accompagner nos pays membres dans leur stratégie de développement agricole et rural. Et nous avons aussi un symbole diplomatique qui est une réunion des ministres de l'agriculture de nos 13 États membres qui s'est réunie tous les 2 ans. Cette réunion ministérielle est la seule réunion multilatérale sur ces questions qui existe encore à ce jour dans cet espace. Alors au CIAM, on a un rapport régional, Méditerranée. Il a été disposé à l'entrée de la librairie, je crois, aujourd'hui. Ce rapport est réalisé avec les presses de Sciences Po depuis 2007. L'idée de ce rapport est de faire le point chaque année sur une grande question transversale du bassin méditerranéen en mobilisant une expertise totalement transnationale, puisqu'au CIAM, nous sommes 200 agents, nous avons à peu près des agents venant des 4 coins de la Méditerranée, et tout ce que nous faisons est fait avec les Méditerranéens et non pas sur la Méditerranée, ce qui est un élément absolument central de notre mission. Ce rapport Méditerranée, il y a une collection qui existe et nous avons fait l'édition 2012, c'est pour ça que je vous explique un peu l'évolution de ce rapport. Nous avons fait l'édition 2012 spécifiquement sur la question de l'alimentation, sur les comportements alimentaires et sur cette fameuse diète méditerranéenne.
C'est un peu mon premier point sur lequel je reviendrai assez vite, puisque, si vous voulez, cette diète méditerranéenne est une question qui est souvent évoquée en Méditerranée pour facteurs culturels, d'identité commune, facteurs de convergence. On se retrouve à peu près entre Méditerranéens à travers les comportements sur la table, le choix des produits, etc. Et cette diète méditerranéenne, vous le savez, en fait, elle est surtout abordée sous un angle nutrition-santé. Essentiellement parce que, depuis les années 90, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a reconnu la diète méditerranéenne comme le modèle alimentaire de référence. Celui qui, par ses vertus nutritionnelles, par ses vertus sanitaires, est le plus préconisé. Alors on a une flopée de publications qui sortent sur la diète méditerranéenne depuis une vingtaine d'années, à la fois en France, mais aussi essentiellement dans la littérature anglo-saxonne, et qui reviennent sur ses qualités sanitaires et nutritionnelles. Nous avons en plus une utilisation très forte du concept de régime méditerranéen dans tout ce qui va être programme minceur, programme de lutte contre l'obésité, etc. Et donc on a aussi des dérives de ce concept diète méditerranéenne très à la mode, des dérives au sens où à la fois c'est préconisé comme le meilleur remède pour contrer le spleen et le blues, ce serait plus efficace que certains médicaments, ce serait la Bible des jeunes mannequins, et ce serait même aujourd'hui une référence pour tout ce qu'on va dire sur les bonnes rigueurs budgétaires à mettre en place. Il y a un livre en 2010 qui est sorti, intitulé Dette zéro, la diète méditerranéenne financière. Et donc on a une utilisation extrêmement variée de ce concept de diète méditerranéenne. Il y a une raison aussi à s'intéresser à cette question, c'est que cette diète méditerranéenne valorisée à l'échelle internationale, recensée comme le modèle, donc je le disais, par l'Organisation mondiale de la santé, cette diète méditerranéenne a quitté les assiettes des Méditerranéens. Cette diète méditerranéenne, aujourd'hui, est davantage pratiquée dans le reste du monde qu'en Méditerranée, au sens où nous avons une dégradation très forte de la qualité moyenne des rations alimentaires dans cet espace, comme une revanche sur l'histoire, avec la croissance économique, avec l'urbanisation, avec aussi, disons-le très clairement, la féminisation du travail, parce que la diète méditerranéenne exige souvent du temps dans la préparation, et nous étions aussi dans des pratiques alimentaires qui correspondaient à des évolutions sociologiques bien déterminées, et la féminisation du travail, l'urbanisation, l'arrivée de la grande distribution, l'implantation des fast-foods, la transition générationnelle et la croissance économique ont fait voler en éclats la diète méditerranéenne dans la région. J'accentue volontairement sur l'aspect du rôle des femmes, puisqu'on était quand même dans une région où, moi je suis à moitié italien et italien du Sud, je sais qu'en Italie, il y a encore quelques années, c'était très difficile de sortir de certains schémas culturels concernant l'alimentation, notamment sur tout ce qui était produits traditionnels. Dès qu'on était sur produits traditionnels, recettes historiques, il y avait un tempérament à confier ça à certaines personnes. Cette diète méditerranéenne aujourd'hui, qui est sur le plan scientifique identifiée de la sorte, alors il y a beaucoup de nutritionnistes et scientifiques qui travaillent sur ce modèle, cette pyramide à identifier, alors ils se battent régulièrement pour la mettre à jour. Moi je reviens de Barcelone où en début de semaine il y avait le grand congrès international de la Fondation Diète Méditerranéenne. Nous avons eu 2 jours de discussions très scientifiques, très sanitaires, entre nutritionnistes qui bataillaient sur la pondération à adopter dans les assiettes. Alors tout ça est donc très ancré sur l'aspect santé, je le disais, parce que, en plus, en Méditerranée, nous avons une croissance très spectaculaire du surpoids et de l'obésité. Rendez-vous compte qu'en Crète, berceau de la diète méditerranéenne, puisqu'elle est d'abord la diète crétoise, pardon de l'effet d'escalier, mais le mot daiata veut dire mode de vie, ne veut pas dire mode alimentaire. Hein, le pêcheur crétois faisait des kilomètres pour aller conquérir son poisson en mer avant de le faire griller. Et en Crète, aujourd'hui, vous avez 1/3 des enfants de moins de 10 ans qui sont déjà en situation d'obésité. Nous avons la moitié des adultes en Égypte qui sont en surpoids et obésité, et ces tendances se confirment sur l'ensemble de la région. Quand vous êtes dans certaines régions du sud de l'Italie, en Sicile, vous le voyez très clairement sur les plages l'été,
Et en Grèce, c'est pareil. Et vous avez au Maghreb aujourd'hui environ un enfant sur 5 de moins de 5 ans qui est aussi en surpoids obésité. Cette question de la dérive alimentaire des comportements et des excès alimentaires n'est pas qu'une question de quantité, c'est une question aussi de qualité de l'alimentation, de régularité des produits consommés et de l'essor bien sûr des produits industriels dans notre quotidien. Pourquoi il est important d'insister sur cette question? Parce qu'elle n'est pas simplement sanitaire et nutritionnelle, elle est aussi économique. Le coût de l'obésité et du surpoids est considérable. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'aux États-Unis, vous le savez, Michelle Obama a fait de son mandat, de son premier mandat de première dame, peut-être qu'il y en aura un deuxième, son vrai sujet a toujours été la question de la lutte contre l'obésité chez les enfants aux États-Unis. Évidemment, il y a une dimension sanitaire, mais il y a aussi une dimension économique considérable, parce que le traitement de ces maladies de surcharge, diabète, cancer, l'ensemble des maladies cardiovasculaires coûte très cher dans les budgets publics. Pourquoi c'est important d'alerter sur cet aspect en Méditerranée? C'est que les tensions budgétaires, économiques, sociales et politiques sont déjà suffisamment fortes pour ne pas en rajouter à l'avenir. Or, tendanciellement, on va vers une explosion des coûts sociaux et économiques, et donc budgétaires pour les pouvoirs publics, autour de ces maladies de surcharge. Alors nous aussi, on a fait un rapport sur la diète méditerranéenne qui cherchait non seulement à alerter sur ces risques et ces enjeux, et sur ces dérives de comportement alimentaire, mais aussi dans l'objectif de traiter de la question de la diète méditerranéenne dans son aspect très transversal, au sens où il ne s'agit pas simplement de la cantonner à un débat scientifique santé, nutrition, et au contraire de regarder toutes les controverses, parce qu'elles existent, y compris sur le terrain de nutrition autour de la diète méditerranéenne, mais également sur le plan environnemental. Est-ce que la diète méditerranéenne est durable et soutenable pour les ressources naturelles de la région? C'est pas sûr. Est-ce qu'elle est responsable socialement quand on sait qu'une grande partie des produits typiques de la Méditerranée sont cueillis par des migrants saisonniers agricoles qui traversent la Méditerranée et qui sont hébergés au fond de cabanes, de champs en Espagne ou en Italie? Est-ce qu'il y a une responsabilité donc sociale derrière cette diète méditerranéenne? Est-ce qu'il y a également des stratégies d'acteurs sur le plan à la fois juridique, économique, marketing, que ce soit de la part des États, de la part des entreprises, de la part des collectivités territoriales, de la part de villages? Vous savez qu'il y a un triptyque qui revient souvent en Méditerranée, un village, un produit, une histoire. Il y a des lieux aujourd'hui où on essaye de recombiner produits traditionnels, lieux touristiques et donc dynamique économique derrière. Et donc on a fait un rapport qui est en ce sens innovant, qu'il propose un itinéraire en 8 étapes, très rapidement ici listées, qui reviennent sur à la fois des questions de géographie, à la fois aux références historiques, mais aussi aux questions de comportements sociaux, aux transformations des familles dans cet espace, aux dynamiques commerciales, économiques, aux politiques publiques et aussi à l'initiative citoyenne. Parce qu'aujourd'hui, en Méditerranée, il y a aussi une reconquête citoyenne de ces questions alimentaires. Il y a des mouvements très significatifs qui sont en train d'être partagés à l'échelle régionale. Je pense notamment au mouvement Slow Food, vous le connaissez peut-être. Slow Food aujourd'hui est parti d'Italie il y a environ 20 ans. Slow Food marche très bien sur le bassin méditerranéen parce que beaucoup de consommateurs méditerranéens ont décidé de devenir consommateurs, selon le néologisme créé il y a quelque temps. Et nous avons aujourd'hui des véritables dynamiques locales tout à fait intéressantes qui émergent au Liban, par exemple. Souk El Tayeb, pour ceux qui connaissent à Beyrouth, est un exemple concret de reconnexion des consommateurs urbains avec un ancrage rural, avec les producteurs, et de savoir à nouveau connaître le contenu de son assiette, et donc d'être responsable par rapport au contenu de son assiette. Donc voilà sur ce rapport. Moi je ne m'y attarde pas, je vous invite simplement, si ça vous intéresse, de creuser la question de l'alimentation, de l'évolution des comportements, de ces questions de risque sur la santé, la sûreté des produits méditerranéens, à vous rendre sur le site du CIAM, www.ciheam.org. Le rapport est en ligne gratuitement et il est encore une fois une expertise méditerranéenne disponible en anglais, en espagnol et en français. Alors dans un deuxième temps, un peu plus long, je voulais revenir sur plusieurs éléments
d'abord de manière très stratosphérique avant de me centrer sur la question du blé. D'abord sur la démographie, je ne sais pas si ça a été évoqué depuis ce matin dans le détail, des chiffres récents, quand vous prenez les pays arabes méditerranéens, vous voyez avec ces graphiques que non seulement nous avons une croissance très forte, bien sûr, de la population dans cette région, qui a gagné environ 100 millions d'habitants en l'espace des 3 dernières décennies, mais surtout, malgré l'urbanisation, qu'il n'y a pas eu de dépeuplement des campagnes. Nous n'avons jamais eu autant d'habitants dans le monde rural, dans les pays du sud et de l'est de la Méditerranée. C'est absolument important de le souligner parce que vous savez que l'agriculture d'abord doit se lire à travers la variable démographique et que la question de la sécurité alimentaire dépend fortement de cette variable. J'insiste sur l'importance d'avoir souligné sur la population rurale parce que on a tendance à croire que le monde s'urbanisant, tout le monde vit en ville. Et c'est oublier qu'encore aujourd'hui, vous avez encore à peu près la moitié de l'humanité qui vit dans des campagnes, et qu'en Méditerranée, nous ne sommes pas sur quelques milliers de personnes. Et nous n'avons pas pour l'instant de scénario à l'européenne, avec un dépeuplement très fort des campagnes qui a été observé dans la plupart des pays européens au cours de la seconde moitié du XXe siècle. J'ouvre une petite parenthèse. En Grèce, au Portugal, en Espagne, depuis 2 ans, nous avons un retour à la terre et un retour en milieu rural, conséquence de la crise économique. On y reviendra peut-être dans le débat. Mais en Méditerranée du Sud et de l'Est, donc vous avez ce schéma démographique qu'il faut vraiment maintenir en tête parce que 100 millions d'habitants en plus en 30 ans, c'est 100 millions de bouches à nourrir en plus chaque jour. Cette population est côtière, vous le savez, donc ça, on insiste souvent là-dessus. Et je voulais donc alerter ici en jaune sur la population rurale. Alors quand on parle démographie et qu'on se projette un peu sur l'avenir avec cette question de sécurité alimentaire, vous savez, nous avons sur ces questions beaucoup évoqué le fait qu'à l'horizon 2050, le monde compterait environ 9 milliards d'habitants. N'oublions pas que c'est la variante médiane, et que la fourchette des projections des Nations Unies sur 2050 se situe entre 8 milliards et 10,6 milliards. Ça fait donc 2,5 milliards d'habitants qui potentiellement se baladent dans la fourchette des projections à l'horizon 2050. Ce cas mondial, vous pouvez l'illustrer à travers l'Égypte, où vous voyez que par exemple, à l'horizon 2050, on a une incertitude d'environ 30 millions d'habitants en plus ou en moins. C'est considérable sur un plan alimentaire. Donc il y a une véritable incertitude sur les projections démographiques et donc sur la sécurité alimentaire, sachant que le grand message délivré depuis 2-3 ans par les organismes internationaux est de dire on va être 9 milliards d'habitants en 2050 et il faut augmenter de 70% la production agricole pour pouvoir nourrir l'humanité. Potentiellement, on pourrait être 10,6 milliards si cette projection haute n'est pas encore revue à la hausse dans les mois à venir. Une certitude néanmoins. Une certitude, c'est que cette croissance démographique va se faire en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique centrale. Cette certitude est extrêmement importante parce que la question de la sécurité alimentaire mondiale est d'abord une question d'accès et de répartition de la production agricole. Aujourd'hui, le problème sur la Terre n'est pas un manque de production, mais un manque de répartition juste et équilibrée de ce qui est produit. Nous produisions assez pour nourrir l'humanité, le problème est bien une question de répartition. Je reviens sur la Méditerranée et sur ces chiffres démographiques pour vous rappeler très simplement que nous avons donc 40% encore de population rurale, quasiment 60% encore en Égypte, et sur la part de l'agriculture dans l'activité de ces pays, vous voyez que en gros, un actif sur 5 aujourd'hui travaille en agriculture dans ces pays. Un actif sur 5 officiellement. Si vous ajoutez le travail des femmes non déclarées et des enfants également, très important en Égypte, auprès de leur famille dans les champs, vous avez potentiellement beaucoup plus d'actifs dans ce secteur. Ça veut dire que ce secteur n'est pas du tout un secteur marginal dans l'équilibre sociétal et du travail dans cet espace. Les femmes en agriculture, donc, très important quand on parle de ce secteur dans la région, vous voyez que au Maroc, par exemple, vous avez une femme sur 2 qui travaille, opère dans le secteur agricole. Donc nous avons un poids considérable du salariat féminin dans le domaine
agricole. Et encore une fois, ceci n'est là que des chiffres officiels donnés par les États qui ne comptabilisent pas, bien entendu, l'emploi informel. Je continue mon cadrage un peu global. Pierre, sans doute, vous a parlé des problèmes climatiques au Proche-Orient. Vous voyez sur cette carte qui projette l'évolution des précipitations annuelles à l'horizon de la fin du XXIe siècle, à quel point la Méditerranée apparaît clairement sur cette cartographie de la planète. Vous voyez que l'une des conséquences immédiates avec moins de pluie, c'est évidemment une baisse aussi du rendement agricole et des productions. Et vous voyez ici en rouge, rouge-rose, que la baisse de la production agricole dans le monde va être extrêmement forte pour le sud et l'est de la Méditerranée. Conséquence de ces changements climatiques, de ces dégradations de production, et aussi donc de la variable démographique qui est à la hausse constante, nous allons vers un scénario de croissance continue des prix alimentaires mondiaux. Vous le savez, ça fait régulièrement la une de l'actualité depuis la crise alimentaire du printemps 2008. Les prix alimentaires des denrées de base sont à la hausse. Toutes les projections indiquent que ce sera une hausse constante, ferme, avec une hyper-volatilité, c'est-à-dire qu'on peut passer désormais en quelques mois à des pics sur les prix et à une baisse très rapide, ce qui a des conséquences pas simplement sur le consommateur, mais aussi sur le producteur, dont les revenus évidemment sont indexés par rapport au prix des produits. Et vous voyez dans le cas du blé, puisque je vais surtout parler du blé ensuite, que nous pouvons potentiellement, avec un scénario très pessimiste de changement climatique, avoir une hausse de 60% du prix du blé à l'horizon 2050. J'insiste là-dessus parce que la hausse des prix alimentaires, malgré l'hypervolatilité, avec Pierre Blanc, avec qui nous travaillons beaucoup, nous prenons une image très simple, peut-être il vous l'a dit ce matin, s'il ne l'a pas fait, je le fais tout de suite. Nous prenons une image très simple. Les prix alimentaires mondiaux dans les années à venir, c'est une balle de tennis qui rebondit sans cesse dans un ascenseur qui monte. Donc ce scénario est valable pour l'ensemble de la planète, et que l'on soit à Paris, au Caire ou à Casablanca, le prix des denrées alimentaires sera bien plus élevé dans les années à venir. Tout le monde doit être préparé à ça, ce qui n'est pas si évident, puisqu'on a tous réduit la part du budget mensuel des dépenses alimentaires pour conquérir d'autres dépenses et d'autres créneaux de consommation. En France, aujourd'hui, nous sommes entre 10 et 15% de dépenses alimentaires dans le revenu des ménages mensuels. Dans les pays du sud de la Méditerranée, la moyenne c'est 50%. Évidemment, quand vous prenez les couches les plus pauvres de la population, vous êtes à quasiment 80-90%. Donc vous comprenez bien que quand les prix alimentaires augmentent de 10% ou doublent en cas d'hyperinflation spontanée à cause des turbulences sur le marché, les conséquences sont immédiates dans le budget des ménages quand on sait que la dépense alimentaire représente encore la moitié, voire plus, dans les dépenses mensuelles. Un autre point dans ce cadrage global sur lequel j'aime insister quand on parle des questions agricoles et alimentaires, c'est bien sûr la question des transports, des infrastructures et de la logistique. Ça peut paraître comme ça un peu ennuyant, et pourtant c'est passionnant. On a oublié que la Méditerranée s'était faite par l'échange, par le commerce, et grâce aux ports et aux cités maritimes. Cette réalité est toujours vraie, et le rôle des ports à travers le monde et à travers la Méditerranée est essentiel dans la question agricole et alimentaire. Et nous avons au sud de la Méditerranée aujourd'hui, de la part de l'ensemble des pays, une volonté, des investissements, une véritable politique menée pour améliorer ces infrastructures. J'insiste là-dessus parce que quand vous prenez une carte du monde et que vous voyez les inégalités infrastructurelles qui sont déterminantes pour l'approvisionnement alimentaire et l'efficacité de la chaîne alimentaire du champ à l'assiette, vous voyez ici, cette carte présente les routes goudronnées, pavées, selon les pays. Vous voyez qu'en fait, l'Afrique ne se porte pas très bien, que le Maghreb a fait des progrès significatifs, et tout comme le Proche-Orient, au cours des dernières années, et effectue un rattrapage. Et puis vous avez aussi quelque chose d'extrêmement important quand on pense sécurité alimentaire mondiale. Vous avez un géant agricole qui s'appelle le Brésil, qui est déjà extrêmement présent dans le commerce international, et le Brésil n'a pas encore activé son infrastructure.
Le problème du Brésil aujourd'hui, c'est son manque de routes qui traversent le territoire et qui vont lui permettre de conquérir de nouvelles parts de marché à l'échelle internationale. J'insiste là-dessus parce que, aujourd'hui, le premier pays qui achète les denrées agricoles brésiliennes, et je rappelle que le Brésil est l'une des puissances agroalimentaires de la planète, dont le potentiel de croissance est considérable, c'est la Chine, qui devient le premier acheteur. Conséquence, la Chine, aujourd'hui, investit des milliards de dollars pour construire des mégaports sur les rivages brésiliens, qui vont être des corridors maritimes à direction de la Chine. J'insiste là-dessus parce que, ayant travaillé sur le Brésil, l'agroalimentaire et le monde arabe, et on y reviendra un peu après, le Brésil aujourd'hui a compris que le monde arabe, très déficitaire sur sa couverture alimentaire, est aussi un marché à conquérir. Et le Brésil est en train de multiplier ses investissements en infrastructure pour conquérir ce marché important du monde arabe. Autre élément, bien sûr, quand on parle alimentaire, je vous ai parlé des bouches à nourrir, il y a aussi 300 millions de touristes chaque année sur les rives de la Méditerranée à nourrir. 300 millions de personnes qui ne vont pas toutes, évidemment, au sud et à l'est de la Méditerranée, puisqu'on sait que l'Espagne, l'Italie et la France absorbent une grande partie de cette masse touristique. Mais quand vous prenez une carte par déformation, selon l'indicateur, vous voyez que la Méditerranée explose à la face du monde sur le plan touristique. C'est un tiers des flux et ces millions de touristes qui arrivent chaque année sur les rives de la Méditerranée doivent être nourris, puisqu'ils sont d'une exigence absolue, puisque quand on est en vacances, généralement on mange 2 fois plus, on mange très mal, et on ne supporte pas ne pas trouver une nourriture soit authentique, soit de qualité, soit en quantité permanente et régulière. Donc j'insiste sur ce facteur touristique. J'en viens aux dynamiques agro-commerciales pour rentrer un peu plus dans le vif de la bataille géoéconomique qui se dessine dans ce bassin méditerranéen. Je suis désolé s'il y a quelques diapos qui passent mal, c'est le manque de compatibilité entre deux grandes marques informatiques sur lesquelles je ne vais pas m'attarder, donc j'espère que tout va bien passer. Un rappel très simple sur les dynamiques commerciales sur le plan alimentaire. Aujourd'hui, nous avons à peu près 10% de ce qui est produit dans le monde qui se retrouve sur le jeu des échanges internationaux. Pourquoi c'est important de regarder le blé? Parce que pour le blé, nous avons plutôt 18 à 20% de ce qui est produit qui fait l'objet d'un échange international. C'est extrêmement important par rapport à la moyenne de l'ensemble des produits. Et puis vous voyez que par rapport aux autres céréales, pour le maïs c'est 10%, le riz 6 à 7%, le blé occupe une place absolument particulière dans le commerce international. Qu'est-ce qui se passe pour ces pays arabes méditerranéens en termes de commerce agricole? J'espère que Pierre Blanc et Marc Dufumier vous ont déjà dit que nous étions dans la région la plus déficitaire sur le plan de la couverture alimentaire et que ces pays, compte tenu des limites géographiques, compte tenu de la croissance démographique, doivent recourir de plus en plus aux importations agroalimentaires. Quand vous prenez les importations de nos 4 pays d'Afrique du Nord, vous voyez que nous sommes passés de 9 milliards en 1990 à 26 milliards de dollars d'achats en 2010. Quand vous prenez les 7 pays arabes méditerranéens, que vous ajoutez donc le Liban, la Syrie et la Jordanie, vous voyez que la facture était de 36 milliards en 2010. L'Algérie, en 2011, a dépassé plus de 10 milliards de dollars d'achats alimentaires. J'insiste là-dessus parce que ça fait grosso modo un triplement de ces importations, quand la croissance démographique n'était que, et je mets des guillemets, de 30% au cours des 2 dernières décennies. Conséquence de ces achats massifs, malgré l'export aussi alimentaire de certains produits de la part de ces pays, vous voyez, vraiment désolé de l'incompatibilité technique, mais vous voyez qu'il y a une dégradation de la balance commerciale agricole. Et que nous avons en gros un déficit pour, quand vous prenez Algérie, Égypte, Maroc, Tunisie, ces 4 pays en 2010 ont un déficit agroalimentaire d'environ 16 milliards de dollars. C'est absolument colossal et nous avons donc à regarder ça de près. Néanmoins ces pays, donc je vous l'ai dit, vendent aussi des produits. Et vous voyez que la question agricole et le commerce agricole est absolument essentiel aussi dans leur propre dynamique commerciale, que ce soit pour l'export ou l'import. Vous voyez quand même que pour le Maroc, 20% des exportations
du royaume marocain sont des produits agricoles. Et vous voyez dans le cas de l'Égypte que entre 20-25% en moyenne ces dernières années, des importations de l'Égypte sont des produits agroalimentaires. Donc n'oublions pas l'importance aussi de ces questions, de ce domaine, dans les termes des échanges. Alors avec qui commercent ces pays? Ces pays commercent essentiellement, bien sûr, avec l'Union européenne, un tiers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons donc deux tiers des exportations agroalimentaires des pays du sud et de l'est de la Méditerranée ne se font pas avec l'Europe. Ça veut dire que le sud de la Méditerranée a absolument besoin du monde entier pour exporter ses produits. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que, en gros, on a une peur bleue des exportations de ces pays en direction du vieux continent. Notamment, on a un fantasme sur le potentiel du Maroc à exporter notamment de la tomate à direction du vieux continent. Le Maroc, l'année dernière, a vendu plus de la moitié de ses fruits et légumes à la seule Russie. Et je vous rappelle que les tomates que vous consommez à Paris sont essentiellement hollandaises et non pas marocaines. Donc j'insiste là-dessus parce que pour leurs exportations, ces pays se dirigent vers le reste du monde. L'Union européenne, j'ai dit 36%, et les pays méditerranéens entre eux, vous voyez que le commerce en jaune est extrêmement faible. Qui exporte vers ces pays? Et là, ce qui est frappant, c'est de voir l'arrivée du Mercosur et de l'ALENA. C'est-à-dire que l'Europe garde une pondération à un tiers. Donc en gros, nous avons un tiers des achats agroalimentaires décrits précédemment qui viennent du continent européen, mais donc deux tiers toujours qui viennent du reste de l'espace mondial. Et vous voyez donc l'ALENA ici, et surtout le Mercosur avec le Brésil, j'en parlais précédemment, qui fait une pénétration alors que, bien sûr, il n'existe pas dans le sens inverse du commerce. Le Brésil, donc concrètement, j'en parlais sur le plan des infrastructures, qu'est-ce qui se passe avec les pays d'Afrique du Nord et du Sud de la Méditerranée? Vous voyez, depuis 10 ans, la croissance spectaculaire des ventes agroalimentaires brésiliennes en direction du monde arabe. Pourquoi? Parce que le monde arabe achète beaucoup de viande, beaucoup de volaille, beaucoup de sucre, et que le Brésil a une capacité d'exportation considérable, et que Lula, sous ses 2 mandats, a doublé la capacité commerciale et agroalimentaire de son pays d'une véritable stratégie diplomatique en direction du monde arabe. Pour ceux qui étaient présents, il y a eu des débats, je crois, dans cette salle, sur la présence du Brésil dans le monde arabe, qui était une véritable dynamique instaurée depuis une dizaine d'années et qui répondait pas simplement à un critère commercial, mais aussi politique. Mais sur le terrain agroalimentaire, nous avons une illustration très concrète de cette présence brésilienne. Marc Dufumier a dû vous parler beaucoup d'agronomie. Bien sûr, les écoles françaises, l'INRA, sont très présentes au Maghreb. Embrapa, l'équivalent de l'INRA au Brésil, est extrêmement présent aujourd'hui au sud de la Méditerranée et a passé des accords avec plusieurs pays qui ont fait des révolutions et des changements politiques ces derniers mois, des accords de coopération très concrètes entre chercheurs brésiliens et chercheurs de cet espace sud-méditerranéen. Ce commerce agroalimentaire avec le reste du monde, avec les puissances émergentes, n'est qu'une illustration d'une tendance globale qui voit la part des pays émergents augmenter dans le commerce de l'ensemble des pays du sud et de l'est de la Méditerranée. C'est un peu un sujet sur lequel j'aime revenir parce que je me bats depuis 2-3 ans dans les administrations publiques européennes pour dire que non, il n'y a pas d'exclusivité européenne avec ces pays et qu'il n'y a en aucun cas un face-à-face commercial et un vase clos qui est construit dans l'espace euro-méditerranéen parce que, et notamment sur le terrain alimentaire, ces pays ont besoin du monde entier pour se nourrir. Alors, néanmoins, au niveau européen, au niveau du projet euro-méditerranéen, on essaye de faire des choses. On essaye de faire des choses depuis 15 ans, depuis 15-20 ans, pardon, et puis c'est très laborieux. Parce qu'en fait, on n'a rien trouvé de mieux que d'écarter les questions agricoles et alimentaires des priorités de coopération régionale. C'est-à-dire qu'on a mis l'accent sur pas mal de secteurs depuis 15-20 ans, sans mettre l'accent sur un secteur aussi stratégique que celui-là, aussi déterminant dans la vie de tous les jours des populations de cette région. Et donc, en gros, on s'est cantonné à être sur une approche exclusivement commerciale et de libéralisation des échanges, en aucun cas en ayant une approche commune et régionale. Donc, il y a des accords qui sont passés de manière bilatérale progressivement avec chacun des pays,
Et puis il y a eu ce grand débat avec le Maroc qui s'est enfin conclu en février par un accord au Parlement européen pour libéraliser le commerce entre le Maroc et l'Union européenne. Et vous voyez que pour l'Algérie, pour la Tunisie ou pour le Liban, nous n'avons toujours pas le volet agricole dans la libéralisation des échanges euro-méditerranéens. Et pourtant, l'Europe est grande gagnante aujourd'hui dans cette ouverture. Quand pour les pays du Sud, compte tenu de leurs limites géographiques, compte tenu de la croissance des normes sanitaires et phytosanitaires, de cahiers des charges extrêmement complexes auxquels il faut pouvoir répondre pour exporter en direction du continent européen, en gros, les pays du Sud ont une petite ruelle qu'ils peuvent emprunter pour les fruits et légumes, notamment en direction du continent européen. A l'inverse, dans l'autre sens, vous avez un boulevard céréalier notamment, mais aussi de produits laitiers et carnés, pour les pays européens. Et vous voyez que dans la balance commerciale entre le nord et le sud de la Méditerranée, l'avantage, il est même en train de s'approfondir, est nettement au nord pour l'Union européenne, avec un excédent qui était de 5 milliards en 2010. À cela s'ajoute le fait que pour l'Union européenne, le poids des pays arabes méditerranéens dans le commerce agricole de la communauté reste extrêmement faible. Ça ne représente que 10% des exportations et 7% des importations. Donc dans ce grand désir de coopération euro-méditerranéenne affiché régulièrement avec Barcelone ou plus récemment avec l'Union pour la Méditerranée, alors que tous les indicateurs et la réalité tendent à montrer qu'il est important de travailler sur ce secteur au-delà de l'aspect commercial, nous avons aujourd'hui une véritable frilosité à aller plus loin. Et pourtant les risques s'accroissent. Les risques s'accroissent, je vous ai parlé des risques sanitaires, nutritionnels, liés à la qualité de l'alimentation. Nous avons aussi un risque qui s'accroît sur le plan quantitatif, pas simplement à travers les chiffres du commerce qui s'aggravent et sur lesquels j'ai essayé d'être le plus à jour possible avec les dernières données, mais aussi aujourd'hui sur l'accessibilité de la population aux produits de base et notamment céréaliers. Alors pourquoi c'est passionnant les céréales? Je vais essayer de faire très simple. Nous avons une crise alimentaire mondiale qui est devant nous. Les prix vont augmenter, la population augmente, les capacités à répartir cette production sont très difficiles. Et puis vous avez une chose aussi extrêmement importante à rappeler, c'est que la capacité de la planète à nourrir sa population ne dépend pas des capacités naturelles et des dotations géographiques, mais dépend de la volonté des États et de l'organisation du système international. La question agricole, elle est extrêmement géopolitique, et c'est un jeu de rivalité, de compétition, de confrontation absolument passionnant. Qu'est-ce qui se passe au niveau des dernières années? Après une longue période, enclenchée à la fin des années 70, nous avons eu 20 ans de prix très bas sur le marché international. Ces prix très bas ont donc été, avec la doxa libérale dominante, l'argument pour dire aux pays qui dépendaient déjà des approvisionnements extérieurs, ouvrez vos économies, achetez sur le marché international. De toute façon, cela va vous coûter moins cher d'acheter du blé ou d'autres produits au Canada, aux États-Unis, en Europe, que de produire localement ce produit, parce qu'en plus vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas beaucoup de terre. Achetez sur le marché international. Le problème, c'est que depuis 5 ans, il y a une crise alimentaire qui est complètement en train de se dessiner, qui s'est traduite par un pic très fort au printemps 2008 et un nouveau pic très fort à l'hiver 2010-2011. Et comme par hasard, ces deux pics ont coïncidé avec des turbulences sociopolitiques dans les pays extrêmement dépendants des marchés internationaux. L'indice des prix, vous voyez qu'en 2011, la courbe orange, en 2011, les prix étaient plus élevés que les dernières années. Et que même s'il y a un affaissement enregistré depuis quelques mois, avec une hausse brutale depuis quelques semaines, depuis 3 semaines, le cours du blé est en train de s'envoler à nouveau, parce qu'il y a des sécheresses annoncées dans certains bassins de production. En 2011, les prix internationaux des denrées de base étaient plus forts qu'au printemps 2008, au moment de la crise alimentaire. Et donc c'est très important d'avoir ça en tête. Et quand vous avez aujourd'hui une carte la plus récente sur le risque de sécurité alimentaire dans le monde, indiqué à travers les indices de la faim, des performances économiques, etc., vous voyez que dans cette carte, en gros, la Méditerranée va un peu mieux que, bien sûr, l'Afrique subsaharienne, l'Inde ou encore certains pays d'Amérique latine.
Le problème, c'est que tendanciellement, il y a un retour de la faim au sud et à l'est de la Méditerranée. Alors bien sûr, c'est simple de dire ça, il y a un problème encore un peu visuel, donc je vais essayer de clarifier ces graphiques. Bien sûr, le nombre de personnes qui souffrent de la faim dans le monde aujourd'hui, 1 milliard, un habitant sur 7. Si vous faites un repas de famille à 7, bah dites-vous qu'il y en a 1 sur 7 qui n'a pas à manger sur la table de l'humanité. Et puis, vous voyez que bien sûr, les chiffres sont très importants en Asie. Une personne sur 2 qui a faim aujourd'hui dans le monde est située en Asie. Environ 1 sur 4 en Afrique subsaharienne. L'Amérique latine reste un continent aussi touché par ce fléau. Mais vous voyez qu'en Afrique du Nord et en Moyen-Orient, nous avons une hausse de 46%, tendanciellement entre 90 et 2010. C'est-à-dire que la progression de la faim dans le monde depuis 2 décennies, en vitesse de progression, en inquiétude donc, tendanciellement, se manifeste essentiellement au sud et à l'est de la Méditerranée. J'en viens donc au blé, produit extrêmement important dans cet espace et dans le jeu international des échanges. La consommation de blé dans le monde a triplé au cours des 50 dernières années. Vous voyez que nous ne sommes pas du tout dans une ligne erratique, mais qui montre une hausse tendancielle. Le commerce donc suit cette courbe, puisqu'on doit répondre à une consommation. On a donc produit aussi de plus en plus de blé, et le commerce de ce produit a quadruplé au cours des 5 dernières décennies. Le problème, c'est que depuis une dizaine de campagnes de commercialisation, nous avons une ligne de production, de consommation qui reste très ferme, et une ligne de production qui devient de plus en plus erratique, avec des trous observés selon certaines campagnes, qui expliquent que parfois, en cas d'accident climatique et en cas de mesures commerciales de prudence de certains pays, eh ben, le blé, les céréales viennent à manquer sur la table du commerce international. Le prix des céréales est d'ailleurs emblématique. Nous avons eu au printemps 2008 la crise alimentaire internationale. Le prix qui avait flambé le plus, c'est le prix des céréales. Vous voyez clairement là-dessus. Et vous voyez que cette courbe ici, de l'été 2010, correspond à une décision extrêmement importante, j'y reviendrai, qui est l'embargo russe sur les exportations de blé. Moscou, vous vous souvenez, les incendies dans les plaines russes à l'été 2010, la crainte de ne pas pouvoir donner suffisamment de blé à la population domestique, Moscou, via Vladimir Poutine, qui a toujours eu un intérêt extrêmement fort pour le blé de son pays, sachez-le, décision, embargo, on ne vend plus de blé à l'étranger. Panique sur les marchés, explosion du prix des céréales et du blé en particulier, et conséquence, nous allons y venir, sur les voisins méditerranéens. Je complète ces dynamiques un peu géoéconomiques en vous rappelant sur la volatilité, on l'a évoqué tout à l'heure. Vous voyez le cours du blé à Rouen, à quel point la volatilité du cours, avec les écarts au jour le jour, augmente depuis 4-5 ans. C'est assez spectaculaire. Quelle est la carte du monde en blé? Donc ça s'affiche pas totalement correctement, encore que ça devrait aller. Ça, c'était en 1970. C'était le bilan net entre production domestique et consommation de céréales. En 1970, vous voyez que déjà l'Afrique du Nord et le Proche-Orient avaient un déficit de 7 millions de tonnes et était l'une des régions les moins suffisantes en céréales par rapport au reste de la planète. En 2000, la situation est globalement moins favorable partout et le déficit s'est accru pour le monde arabe avec un déficit de 54 millions de tonnes. En 2010, nous avons un déficit de 66 millions de tonnes pour les pays arabes et vous voyez donc très bien que nous sommes sur un bilan net de moins en moins rassurant. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Toujours nos cartes par déformation. Le monde des céréales est caractérisé par des puissances extrêmement importantes, capables de vendre au reste de l'humanité leurs grains. Et vous voyez cette carte en bas, à la fois le poids de la France, considérable poids de la France, et en haut, dans les importations de céréales, le monde arabe, qui, comme sur le tourisme, explose. Et nous avons absolument à constater, à travers ces deux cartes, pourquoi il y a un jeu de compétition
géoéconomique et pourquoi il y a un jeu de confrontation absolument passionnant d'un point de vue stratégique à travers les céréales et le blé. Vous voyez que bien sûr sur la carte des exportations, le continent africain s'est effacé de la carte mondiale. En projection, le monde arabe va continuer à acheter de plus en plus de céréales. Et vous voyez qu'à horizon 2030, cette bande rouge qui correspond au monde arabe, elle est la bande croissante. Elle est la bande croissante. Et vous voyez que tendanciellement, les achats du monde arabe en céréales sont à la hausse. En 2050, ce sont les dernières projections qui ont été établies sur des bases de 2008, en extrapolant les vitesses de consommation, les vitesses d'échange de production et les contraintes de production de ces pays, vous voyez que la demande céréalière de la population, je ne parle pas de la demande céréalière pour nourrir le bétail, la demande de la population en 2050 va continuer d'augmenter encore pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord, à environ 230 kg par an par habitant, ce qui est considérable, considérable. Les pays arabes sont les pays où on consomme le plus de pain chaque année, et vous voyez qu'on est déjà sur des standards qui sont bien au-dessus des autres régions du monde. Et en 2050, je reprends ma fameuse carte mondiale pour vous dire que la situation elle va être de moins en moins favorable pour certaines régions, et notamment pour l'Afrique du Nord et le Proche-Orient. Je vous disais que le déficit était de 7 millions de tonnes en 1970, il peut atteindre près de 150 millions de tonnes à l'horizon 2050. Je vous rappelle qu'une tonne de blé coûte entre 250 et 300 euros. Vous faites la multiplication et vous voyez que nous ne sommes pas sur des chiffres qui sont en millions, mais en milliards d'euros d'achat chaque année. Alors pourquoi il faut regarder tout ça d'un point de vue géopolitique? Parce que évidemment la compétition s'aiguise entre les grandes puissances exportatrices qui ont compris que leur débouché naturel était le monde arabe et les pays arabes. Donc les grandes puissances exportatrices, très simplement aujourd'hui, quelles sont-elles? Bien sûr les États-Unis, bien sûr l'Union européenne. N'oublions pas trois grandes puissances historiques que sont l'Argentine, l'Australie, le Canada. Et d'ailleurs c'est pour ça que le Canada est très présent au Maroc. Le Maroc achète beaucoup de blé dur et l'achète d'abord au Canada et aux États-Unis. C'est pour ça qu'il y a eu un accord de libre-échange entre le Maroc et les États-Unis en 2004. 8 ans avant l'accord agricole entre le Maroc et l'Union européenne. Et vous voyez aussi un grand bassin de production, qui est la zone de la mer Noire, avec la Russie en chef de file. Et vous voyez, je vous ai parlé de l'accident climatique en 2010, vous voyez qu'il y a eu un décrochage dans les récoltes en Russie, au Kazakhstan et en Ukraine en 2010, qui ont perturbé le marché. Pour l'Union européenne, donc grande puissance exportatrice, je vous le disais, vous voyez que la moitié de son blé va en Afrique du Nord, tout simplement, et 20% pour la seule Algérie. Donc c'est un marché qui est prioritaire dans la vente des céréales européennes. Avec la France, surtout, bien sûr, 2/3 des exportations de blé aujourd'hui européen sont issus des campagnes françaises, la France ayant une régularité de production quasiment unique à l'échelle internationale. Un petit chiffre, je ne l'ai plus tout à fait en tête, mais qui a été fait récemment. Nous avons un avantage stratégique en France et qui a une conséquence géopolitique très claire, c'est qu'il y a une régularité interannuelle des productions. Malgré la sécheresse au printemps dernier, la récolte cette année en blé en France est très bonne. Et l'écart entre la moins bonne récolte et la meilleure récolte au cours des 10 dernières années était d'environ 30% en France, 35% au niveau européen, mais environ 100% aux États-Unis, 150% en Argentine, 200% en Australie et plus de 200% pour les pays de la mer Noire, où la variabilité climatique est extrêmement forte. Et donc, pourquoi il y a une question géopolitique derrière? C'est qu'il y a une régularité de production en Europe et une régularité de la demande au sud de la Méditerranée. Vous me voyez donc venir, ce sera une partie de ma conclusion. Quand vous prenez la France, je reviens à ma logistique. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Rouen, c'est fantastique. Tous ces cargos qui chargent du blé et qui les chargent notamment en direction de l'Afrique du Nord. Vous voyez que pour 2010-2011 en blé simplement, 78% du blé chargé à Rouen prenait la direction des ports du sud
de la Méditerranée, avec notamment l'Algérie. J'insiste encore une fois sur cette question logistique parce que, au-delà de la question climatique, l'autre avantage de la France et de l'Europe, c'est sa capacité infrastructurelle. Des ports extrêmement modernes, extrêmement performants, et donc une capacité non seulement à donner sur le marché mondial du blé régulièrement, mais aussi de pouvoir le charger rapidement et fournir les clients qui en ont besoin. Vous voyez ici, néanmoins, que la compétition s'aiguise parce que la mer Noire fait son retour. La mer Noire, elle fait un retour, j'insiste sur le fait que la mer Noire fait un retour parce que, avant la Première Guerre mondiale, la Russie assurait 50% des ventes de blé dans le monde. Avant la révolution bolchevique, la Russie vendait la moitié du blé sur le marché international. Il y a eu un affaissement de cette stratégie commerciale, de ces productions tout au cours du temps, qui s'explique bien sûr par l'histoire soviétique, et nous avons eu une relance du secteur céréalier et du commerce du blé de la mer Noire à partir de la fin des années 1990, et avec l'arrivée de Vladimir Poutine, qui a compris que le blé était un produit géopolitique extrêmement important. Et vous voyez cette courbe en jaune, très accidentée selon les campagnes et fonction des récoltes de la mer Noire, mais qui situe néanmoins la mer Noire avec une moyenne d'export en blé de 26 millions de tonnes, soit une performance quasi similaire aux États-Unis, et bien au-dessus de la performance de l'Union européenne, qui, ces dernières années, ne réalise pas de grandes performances. J'insiste sur la mer Noire, je ne vous remets pas une photo de Vladimir Poutine pour vous donner le visage derrière le nom, vous le connaissez plus, mais ces photos de Vladimir Poutine dans des champs de blé en Russie font partie de son argumentaire permanent de campagne. Permanent, il aime se faire photographier dans les plaines russes. Et vous voyez donc les exportations de la mer Noire, en rouge la Russie, en jaune l'Ukraine, grand acteur sur le marché du blé en croissance. Vous voyez l'accident climatique sur la campagne 2010-2011, et vous voyez que cette année, campagne en cours de commercialisation, un tiers des exportations mondiales de blé sont issues de ces trois pays de la mer Noire, Kazakhstan, Ukraine et Russie. Pourquoi c'est important de suivre? Parce que ces pays aujourd'hui sont en train de se concerter, discutent avec la Roumanie, discutent avec la Turquie, pour éventuellement mettre en place une OPEP du blé, avec une vocation géopolitique claire de contrôler le marché. Bien sûr, donc je l'ai dit, présence des Américains dans la zone, mais donc n'oublions pas les autres acteurs. Je vous citais l'Argentine, le Canada, l'Australie. Il y a aussi le Mexique, qui vend beaucoup de maïs aujourd'hui au sud de la Méditerranée, tout comme le Brésil, mais ça, je vous en ai bien sûr déjà parlé. Alors, il y a les exportateurs d'un côté, vous vous souvenez des cartes par déformation, et puis de l'autre côté, il y a les acheteurs. Vous voyez les 25 plus grands acheteurs de la planète en blé, et vous voyez en jaune tout ce qui est pays méditerranéens du sud et de l'est. Et vous voyez que l'Égypte est le premier acheteur de la planète, avec plus de 10 millions de tonnes chaque année. 10 millions de tonnes chaque année. L'Algérie, 6,4 millions de tonnes. C'est un record depuis l'indépendance algérienne. Un record absolu. Et je vous ai dit à quel point la facture alimentaire avait augmenté. Puis vous voyez que le Maroc, la Tunisie ou la Libye sont parmi ces 25 plus grands acheteurs. Pourquoi les achats sont considérables? Pas simplement parce que la production est limitée, et pourtant elle s'est améliorée grâce à des rendements qui ont été optimisés au cours des dernières années, mais surtout parce que la consommation donc, est très importante. Vous vous souvenez, on a fait une projection tout à l'heure sur 2050. Quand vous prenez la situation très simplement aujourd'hui, vous voyez que nous avons en grammes par jour, par personne, des consommations très fortes en jaune, qui sont des pays arabes, méditerranéens, à comparer avec le reste du monde. Cette consommation, au niveau mondial, la consommation de blé a augmenté de 10% entre 2004-2005 et la campagne en cours 2011-2012. Elle a augmenté, donc ça ne s'affiche pas, problème technique, le chiffre, je ne le connais pas par cœur, je vais vous dire ça tout de suite, 10% à l'échelle mondiale, mais pour l'Afrique du Nord, nous sommes à 22% de progression, soit le double, et au Moyen-Orient, nous sommes à 13%. Donc vous voyez que cette consommation est à la hausse. Quand vous prenez
Je suis content, celle-là, elle s'affiche bien et en plus, elle est pleine de couleurs. Mais elle est inquiétante. Elle est terrible, inquiétante, cette agrégation statistique. Elle est terriblement inquiétante. Afrique du Nord, Moyen-Orient, vous voyez qu'en moyenne, en gros, nous sommes sur 30% des achats de blé chaque année sur la planète, pic de 37% en 2008-2009. Évidemment, c'est une agrégation statistique. Ces pays se présentent de manière unilatérale sur la table du commerce international. Je ne vais pas faire de digression sur l'absence de coopération sud-sud et le manque d'intégration économique et commerciale de ces pays, mais ce poids considérable, qui pourrait être un atout stratégique de négociation sur les prix ou sur d'autres éléments, n'est pas transformé en atout stratégique compte tenu des divisions de ces pays. Et donc cette agrégation statistique est encore plus inquiétante parce qu'elle ne se traduit pas politiquement en avantage comparatif pour ces pays. Donc vous voyez que c'est extrêmement préoccupant. En termes de pondération, très simplement, l'Afrique du Nord, aujourd'hui c'est 2% de la population mondiale, c'est 6% de la consommation mondiale de blé, et c'est, vous voyez, près de 18% de l'importation en blé chaque année. Donc c'est absolument considérable, et vous voyez là, non pas en pondération, mais en quantité, en millions de tonnes, ce que ça représente, avec un pic à plus de 50 millions de tonnes sur la campagne 2008-2009, et donc une évolution d'année en année des importations. Je ne reviens pas sur ces écarts, vous voyez très simplement, pour être plus clair s'il le fallait, la courbe jaune c'est la consommation, en rouge la production, et en bleu les importations qui sont nécessaires pour couvrir ce différentiel, et donc nous voyons à quel point c'est à la hausse. Alors, évidemment, au-delà de cette sécurité des approvisionnements, de pouvoir discuter, dialoguer, échanger, construire des alliances commerciales avec l'ensemble de la planète, ça ne suffit pas, il faut aussi des parades en interne. Et c'est là où la question du blé, la question agricole, elle devient extrêmement intéressante, parce qu'il n'y a pas que le volet géoéconomique à l'international, il y a le volet sociopolitique au niveau interne. Cela fait plusieurs années que ces pays ont recours à des mécanismes, à des parades pour stabiliser, soutenir, contenir l'envolée des produits alimentaires à travers des bourses, des tickets alimentaires, des subventions. Et donc, tout ça coûte cher, et dès qu'on essaie de toucher un peu à ces parades budgétaires, à ces parades des pouvoirs publics, nous avons des agitations sociopolitiques immédiates. Souvenez-vous qu'il y a eu des émeutes du pain en Égypte, en Tunisie, en Jordanie, bien avant les émeutes du printemps dernier. En 2008 également, au plus fort de la crise alimentaire, ça avait secoué pas mal en Égypte et au Maroc. Et ces subventions alimentaires coûtent de plus en plus cher, parce que le prix du blé à l'international augmente et qu'il y a un effet quand même de transmission des prix ensuite sur le marché domestique. Vous voyez que les subventions alimentaires en Égypte, je sais qu'il y a dans la salle, Mathieu a beaucoup travaillé là-dessus, donc je ne vais pas... je lui demanderai peut-être après de dire un mot là-dessus, mais sur l'Égypte, la facture pour le budget public de l'État égyptien pour soutenir l'alimentation, les produits de base, et notamment le fameux pain baladi, le pain du peuple, nous avons une facture qui se chiffre à quasiment 4 milliards de dollars sur l'exercice 2009, ce qui représente un poids quand même important dans le PIB de ces pays, à une époque où ils avaient encore des performances économiques non négligeables. Ce n'est pas le cas depuis 2-3 ans, et là, l'inquiétude est croissante. L'inflation des prix alimentaires, depuis quelque temps, augmente, et vous voyez donc que ces mécanismes de soutien, de subvention alimentaire, c'est 800 millions de dollars en 2011 pour le Maroc. Au Koweït, en février dernier, décision de donner gratuitement les denrées de base pendant 1 an à la population koweïtienne, de peur de la contamination de la révolution tunisienne et égyptienne. Donc, extrêmement symbolique, toujours regarder cette équation entre le blé, le pain et la stabilité dans ces pays. Alors, quand vous prenez un peu pays par pays, je voudrais quand même insister sur cette inflation alimentaire. Vous voyez au Maroc, l'inflation alimentaire, la courbe jaune, elle est constante depuis 3-4 ans, elle est facteur d'inquiétude. Vous voyez que les prix des céréales augmentent.
que la caisse de compensation qui permet de stabiliser les produits de base coûte de plus en plus cher et que nous avons une dépendance au marché international qui est importante en blé mais aussi en sucre. Sur la Tunisie, vous voyez aussi que l'inflation alimentaire, elle est à la hausse. Et vous voyez que l'inflation alimentaire, elle est toujours plus haute que l'inflation générale sur l'ensemble des prix à la consommation. Vous voyez qu'en Tunisie, nous avons 60% du blé consommé qui est issu des importations. Donc encore une fois, cette dépendance au marché international est extrêmement forte. Le sucre, dépendance totale en Tunisie, d'où la relation très forte avec le Brésil. L'Algérie, même scénario, même tendance. Janvier 2011, vous vous souvenez, avant la chute de Ben Ali, le 5 janvier 2011, grandes émeutes à Alger, liées à la vie chère. La vie chère d'abord sur les produits alimentaires et les produits de base. Et donc décision, quelques semaines plus tard, des autorités algériennes d'instaurer de nouvelles subventions publiques pour tempérer les ardeurs sociales sur ces questions. Et cette année, ça sera une facture de 4 milliards pour soutenir les prix alimentaires. C'est pas rien 4 milliards. Quand vous ajoutez les 10 milliards d'achats déjà de l'international, même si l'Algérie a une manne pétrolière importante, on sait qu'elle s'épuise, et on sait que la demande alimentaire de ces pays et l'impossibilité de nourrir de manière autonome sa population va s'accentuer. À horizon de 30-40 ans, l'Algérie est dans le même scénario chrysogène qu'un pays comme l'Égypte. L'Algérie sur le céréal en 2011, je vous l'ai dit, a battu tous les records en importation, 125% de la facture en blé en plus. Vous voyez ce que ça peut représenter. Pourquoi l'Algérie a acheté beaucoup de blé? Pourquoi tout ça est extrêmement géopolitique? Bien sûr pour calmer le marché domestique, pour reconstituer des stocks à des fins nationales, mais aussi pour fournir du blé à la Libye, qui était en plein conflit, et qui ne pouvait plus, faute de garantie bancaire, faute de stabilité logistique, accéder à de l'importation. Et l'Algérie a acheté du blé en quantité plus importante en 2011 pour pouvoir fournir le voisin algérien, mais aussi le Niger et le Mali. J'ouvre une parenthèse, il y a une crise alimentaire qui va péter en juin, juillet. Excusez-moi l'expression, on en parle peu, et pourtant on parle beaucoup du Mali depuis quelques jours. Au Sahel, il y a une crise alimentaire dans la période de soudure, la fameuse saison de la faim, en juin-juillet, qui va nous exploser à horizon de 2-3 mois. Et nous avons des conséquences tout à fait reliées entre dynamique géopolitique, déstabilisation des régimes et bien sûr la question alimentaire. L'Algérie aujourd'hui est très soucieuse de ce qui se passe au Sahel sur le plan alimentaire et a aussi eu recours à des achats de blé plus importants en prévention de ces risques. En Syrie, je sais que Pierre vous a sans doute expliqué la situation syrienne ce matin sur plusieurs éléments. Vous voyez qu'en Syrie, la situation est bien sûr grave aujourd'hui. Bien sûr, il y a des conséquences multiples des combats en Syrie. On dit un peu moins souvent dans la presse que l'une des premières conséquences dans la vie quotidienne des individus en Syrie, c'est d'abord l'accès à l'alimentation. La pauvreté qui s'installe, l'incapacité des fournisseurs à approvisionner certains territoires fait que l'accès à l'alimentation est contrarié d'abord sur un plan économique, mais ensuite d'un point de vue logistique. Et nous avons, entre mars 2011 et février 2012, c'est les derniers chiffres fournis par les enquêtes qui ont été menées, 1,4 million de Syriens qui sont tombés en situation d'insécurité alimentaire. C'est à peu près 8% de la population du pays. C'est absolument considérable et je voudrais vraiment qu'on ait conscience de cet aspect-là aussi quand on parle des conflits. La carte de la faim dans le monde correspond à la carte des conflits et de la pauvreté. Il y a une superposition de ces trois cartographies qui est extrêmement forte. En Égypte, la fameuse Égypte, premier acheteur mondial de blé, inflation alimentaire spectaculaire, 15% encore en 2011, c'était 20% en 2010, et vous voyez à quel point il y a ce besoin donc de ces subventions alimentaires. On parlait donc du pain baladi. Le pain baladi aujourd'hui, c'est environ 55 millions d'Égyptiens qui en bénéficient. 55 millions d'Égyptiens, et le coût est donc extrêmement important. Vous voyez sur le prix des denrées alimentaires de base, l'inflation en Égypte qui est très forte, toujours plus forte sur le plan alimentaire qu'au niveau général. Pourquoi il faut se soucier du futur? Parce que l'une des hypothèses
d'inquiétude majeure à avoir sur l'espace méditerranéen quand on se tourne vers l'avenir, c'est l'insécurité alimentaire grandissante. Je vous ai parlé de l'alimentation, de la dégradation de la qualité de l'alimentation et des conséquences que ça avait déjà. Ce n'est pas un sujet à marginaliser, mais il y a aussi bien sûr la question de la quantité de l'alimentation. Bien sûr la quantité de l'alimentation. Et nous avons à réfléchir à ces questions de sécurité alimentaire. Pourquoi en plus tout cela se combine avec les révoltes des derniers mois? Bien sûr, les révoltes, que ce soit en Tunisie, en Égypte, en Syrie, ne sont pas des émeutes de la faim. Mais la question alimentaire, la hausse des prix des denrées de base, la vie chère, a catalysé les mécontentements, et c'est quand l'estomac est creux qu'on descend encore plus facilement dans la rue manifester parce qu'on n'a plus rien à perdre. Et ça a été une histoire tendancielle dans cette région, de descendre dans la rue manifester quand l'accès au pain était contrarié, et il y a toujours eu une corrélation entre le pain, la faim, la liberté et les revendications politiques. Place Tahrir, il y avait des équipes de foot qui jouaient sur la place la journée, qui opposaient d'un côté l'équipe de la liberté contre l'équipe du pain, parce que le pain fait partie de la symbolique et de l'émotion permanente dans cet espace, et on brandit du pain, parfois non pas parce qu'on a faim, mais parce qu'il est symbole de liberté et de stabilité. Pourquoi tout ça doit aussi être relié à la question du développement agricole que Pierre et Marc ont dû largement commenter tout au long de la journée? Parce que le mal-développement rural, qui est aussi donc une marginalisation de l'agriculture, dont je vous ai dit à quel point elle était importante sur le plan économique, social, dans les territoires ruraux, assurant l'essentiel des emplois, l'essentiel des revenus, ces fractures territoriales qui se sont aggravées tout autour de la Méditerranée, entre eux, et on prend le cas de la Tunisie parce qu'il est emblématique, entre ce littoral de Bizerte Sfax, globalisé, modernisé, complètement branché sur le monde, contrasté avec une Tunisie de l'intérieur qui avait été laissée au XXe siècle, qu'on n'avait pas branché sur les littoraux modernes. Et le drame dans tout ça, puisqu'on a eu recours au marché international pour nourrir la population des villes, c'est que les agriculteurs de ces espaces intérieurs n'ont pas accès au marché du littoral, faute de logistique, mais puisque les prix intérieurs sont parfois plus chers que les prix à l'international, on a eu une tendance à l'aggravation de cette fracture territoriale. Ce scénario tunisien, Pierre a dû vous le montrer sur la Syrie, nous avons eu une sécheresse en Syrie depuis 4-5 ans, qui a déplacé énormément de population et qui a aussi provoqué des turbulences sociopolitiques très fortes. Cette fracture entre les mondes ruraux et les mondes urbains est extrêmement importante à souligner parce que moi, je suis personnellement convaincu aujourd'hui que le risque et les tensions planétaires ne doivent plus être lus à travers cette fameuse fracture nord-sud, mais à travers ces deux mondes, ce monde urbain globalisé et ce monde rural marginalisé. Cette fracture sillonne l'ensemble de la planète, et c'est pour cette raison, entre autres, que les autorités chinoises regardent de près les scénarios de révolte dans le monde arabe, parce qu'en Chine, cette coupure territoriale est extrêmement palpable et identique à ce qui s'observe sur l'ensemble de la planète. Et au Sahel, le Sahel, on parlait des risques, le Sahel demain, le problème ne va pas être d'envoyer des bateaux et des cargos de céréales sur les ports du littoral, mais bien de toucher l'intérieur des territoires où l'accès est absolument contrarié. Alors, moi, mon parti pris dans tout ça, il est très clair. J'ai un parti pris. J'ai un parti pris qui m'est autorisé parce que je ne fais pas de la recherche à temps plein, mais je suis aussi régulièrement amené à être dans des discussions de stratégie politique et de priorisation d'actions de coopération. C'est un problème aujourd'hui que la question de la sécurité alimentaire, que la question du développement agricole ne soit pas au cœur de la coopération euro-méditerranéenne. Quand on voit les enjeux, il y a de quoi s'interroger sur cette marginalisation de ces questions. Elles touchent le quotidien des individus, c'est l'essentiel, c'est pas le superflu. On mange tous 2 à 3 fois par jour, et quand on ne mange pas 2 à 3 fois par jour, on est de mauvaise humeur, et au bout d'une semaine, on est en mauvaise santé. Donc on ne parle pas de choses légères, on ne parle pas de choses qui vont être amenées à disparaître dans les années à venir. Se nourrir va rester une nécessité vitale. C'est la première réalité du monde et ça restera la dernière.
Donc on parle bien du quotidien des individus, on parle bien de solidarité concrète, et évidemment, on a peur de la tomate marocaine. Et on ne se soucie pas de cette dépendance céréalière. Et aujourd'hui, moi ce qui m'inquiète, c'est que la mer Noire arrive à vendre de plus en plus de blé. L'Égypte a acheté l'essentiel de son blé à la Russie ces dernières années, ce qui explique avec l'embargo pourquoi il y a eu la panique sur le marché égyptien juste après et les conséquences sociopolitiques qui s'en ont suivi. La mer Noire progresse, mais la mer Noire, je l'ai dit, la production est irrégulière, la capacité logistique est encore déficiente et on reste quand même avec des pays qui sont capables de surprises politiques assez fortes. On a une instabilité juridique, une instabilité institutionnelle. L'Europe aujourd'hui pourrait réellement bâtir des solidarités céréalières avec l'espace méditerranéen. Je termine simplement en vous disant qu'aujourd'hui, dans le monde de la profession agricole française, il y a deux camps. Il y a ceux qui disent que l'Europe, et donc la PAC, doivent se replier sur elles-mêmes et donc entretenir un mouvement général en cours qui dépasse le secteur agricole et qui voudrait que l'Europe doit se sauver elle-même et que l'Europe doit d'abord se stabiliser, se développer sur ses propres marges intérieures. Et puis il y a un autre camp qui dit que de la stabilité du bassin méditerranéen dépend l'avenir de l'Europe et qu'on ne peut pas dire que l'Europe n'a pas vocation à nourrir une partie de cette région et notamment à exporter une partie de ses surplus céréaliers. J'insiste là-dessus parce que au sud de la Méditerranée, quand ils entendent que l'Europe doit verdir sa politique agricole commune, accentuer les normes écologiques et peut-être moins produire, il y a un choc très fort. Il y a un choc très fort parce qu'ils attendent de l'Europe qu'elle produise aussi pour ces pays. Et il y a un vrai devoir géopolitique à maintenir cette production et à continuer le commerce avec cet espace. J'en veux pour preuve aussi que ce commerce du blé résiste à l'aléa politique. Pas un seul bateau français de céréales n'a pas pu décharger malgré les révoltes arabes, y compris en Libye. La France a continué à pouvoir déposer des cargos de blé en Libye malgré les combats. En Égypte, le GASC, l'autorité égyptienne chargée des approvisionnements, le patron du GASC, tellement important, mais tellement ancré bien sûr avec l'ancien pouvoir, il est toujours en place. Il est toujours en place parce qu'on n'a pas osé l'enlever lui. Contrairement à tant d'autres dans l'institution publique égyptienne, le patron des approvisionnements en blé égyptien est toujours en poste parce qu'il est sur un produit stratégique. Et ce n'est pas simplement qu'une question de confiance envers cette personne, c'est une question de stabilité et de régularité. J'en termine par là en vous donnant simplement une vieille citation d'un brillant économiste du royaume de Naples qui disait que le blé peut être regardé comme une production du sol et sous cette vue il appartient au commerce et à la législation économique. Il doit en même temps être regardé comme la matière de première nécessité, le premier soin dans l'ordre civil des sociétés. Et sous ce point de vue, il appartient à la politique et à la raison d'État. Cette citation de 1770 n'a jamais été aussi actuelle et je vous remercie.